Moi, général qui acceptait, en droit sincère, donner ma vie pour la France si les circonstances l'avaient exigé, je me retrouve dans la situation d'un sous-citoyen. Je ne vais même pas dire que il y a 4 ans, on disait que la France est délitée, aujourd'hui, elle est détruite. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Omerta. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec monsieur André Coustou, ancien haut gradé de l'armée française. Avant toute chose, je vais faire la pub de notre dernier magazine, Omerta Iran, Syrie, Gaza, que vous pouvez retrouver dans tous les kiosques. Alors, monsieur Coustou, vous avez mené une carrière militaire consacrée à défendre la souveraineté nationale et vous êtes président d'honneur de Place d'Armes et fondateur de Pro Patria. Le 17 avril 2025, vous avez été radié pour manquement au devoir de réserve après une tribune qui dénonçait le délitement de la France. Vous avez depuis reçu des menaces de mort. On vous a d'ailleurs prévenu que vous pourriez avoir une crise cardiaque, je crois, ce qui vous a poussé à passer pas mal de tests médicaux qui ont tous attesté de votre très bonne santé physique et psychique. Pour revenir à votre radiation, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que vous avez appris cette radiation et comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, bonjour madame, et je salue également tous les amis de la France. Permettez-moi, en préambule, de faire deux petites remarques. Vous me dites que je suis ancien au gradé, je suis toujours général, mais selon l'appellation contrôlée, à la retraite. À la retraite. Voilà. Ensuite, je ne suis plus président de Place d'Armes. J'ai déjà suffisamment de fer au feu, mais je suis effectivement président de Propatria. Alors, la radiation des cadres, que s'est-il passé? Pour essayer d'être court. Fin 2024, j'ai reçu une convocation du ministre qui s'adressait à moi en disant au général, deuxième section, André Coustou. Déjà, il y avait une arnaque. Je veux dire pourquoi. Bizarrement, on me reprochait des choses qui s'étaient passées en mars et mai 2024. 7 mois plus tard seulement, on me fait ces reproches. Et bizarrement aussi, le général Paul Pellizzari, a lui-même été, comme moi, radié des cadres, juste après que tous les deux, nous ayons été les seuls à avoir porté plainte contre 3 ministres, dont le ministre des Armées, M. Lecornu, M. Gabriel Attal, Premier ministre, et M. Lebonchu, ministre des Affaires étrangères, qui avaient violé l'article 411.3 du Code pénal en fournissant à une puissance étrangère, à l'occurrence l'Ukraine, des matériels, des moyens militaires prélevés sur notre propre armée. C'est ça le problème. Voilà, ils n'ont pas pu le faire sans l'aval, sinon les ordres du président. Donc, nous avons porté plainte, et comme ça ne leur a pas plu, ils ont sanctionné. Parce que Paul Pellizzari n'a pas signé la lettre il y a 4 ans. Donc, ça n'a pas de lien avec cela. C'est simplement pour nous punir, pour se venger. Car, je dois quand même préciser une chose. Quand on est en première section, en activité, un général est soumis au devoir de réserve. En 2001, je suis passé en deuxième section, je n'étais plus actif, mais je pouvais être rappelé par le ministre et à ce titre, j'étais toujours soumis au devoir de réserve et je bénéficiais d'un abattement de 10% sur mes déclarations de revenus au titre de frais professionnels. À l'âge de 67 ans, c'est-à-dire, ça fait déjà pas mal d'années, puis je suis en 80, à 67 ans, statutairement, je suis passé à la position en retraite. Ça s'est traduit par, d'une part, le fait que je ne recevais plus ma solde de retraite du ministère des Armées, mais une pension de retraite versée par le ministère des Finances, comme tout fonctionnaire. Je ne bénéficiais plus de l'abattement de 10%, et donc j'estimais que ce manque à gagner correspondait à une liberté de parole retrouvée. En clair, en première section, je devais me taire, en deuxième section, je devais me taire, et à la retraite, statutairement, je peux parler,
Mais en me collant l'étiquette deuxième section, c'était une façon de me dire, taisez-vous. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir parler? Quand je serai dans la tombe? Si vous voulez, moi, général qui a accepté, en droit sincère, donner ma vie pour la France, si les circonstances l'avaient exigé, je me retrouve dans la situation d'un sous-citoyen. Je ne vais même pas dire que il y a 4 ans, on disait que la France est délitée. Aujourd'hui, elle est détruite. Et je pèse mes mots. Voilà. Donc, nous en sommes là. Autrement dit, nous avons été radiés des cadres par le politique, mais nous ne resterons pas là. J'ai déjà engagé une procédure via le Conseil d'État et nous allons continuer. Car c'est absolument unique. En fait, c'est la façon de gouverner de notre pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire par ce qu'il appelle l'état de droit, d'imposer sa tyrannie. Voilà. Donc j'étais rayé des cadres. J'avais dit, parce que j'ai passé au Conseil supérieur de l'armée de terre, que si c'était le cas, ce serait pour moi une deuxième euh, Légion d'honneur. Je suis donc très honoré d'avoir été sanctionné par ces gens-là. Alors justement, vous dites que Emmanuel Macron est un ennemi de la France. J'aimerais qu'on revienne sur ses propos. La semaine dernière, il a qualifié M. Poutine d'ogre à nos portes, de prédateur qui ne veut pas la paix. Et selon lui, M. Poutine va vers une dérive autocratique. Vous avez parlé de l'engagement de la France en Ukraine. Vous avez également parlé de la relation apparemment fusionnelle entre Zelensky et Macron, en évoquant un billet doux entre deux copains. Est-ce que vous pouvez nous dire, je sais aussi que vous avez dit que la France ne tiendrait que 3 jours sur le front si elle était envoyée là-bas. Bizarrement, au courant de l'été, on a appris que le ministère de la Santé devait se préparer à une guerre de haute intensité. Qu'est-ce que vous pensez que, voilà, concernant les décisions politiques sur l'Ukraine, qu'est-ce que la France, comment la France doit agir? Maintenant, vous allez m'achever là. Ça fait de très nombreuses questions. Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, le président ennemi de la France, j'ai répondu à une question que me posait M. Berkov, car je ne fais que de la réinformation. J'ai à côté de moi un certain nombre de livres, hein, euh, Macron, le fossoyeur de la France, euh, Les traîtres, euh, L'homme qui n'aimait pas euh, la France passée à la découpe, etc., les dictateurs. Bon, tous ces auteurs n'ont pas été inquiétés, ne sont pas allés devant les tribunaux parce qu'ils disent des choses qui sont sourcées, vérifiables. Je ne fais que réinformer des gens qui ignorent tout cela. Voilà. Donc, c'est pas M. Poutine qui détruit la France, c'est bien lui. L'ennemi de la France, c'est bien lui. Pourquoi? Parce qu'il sert des intérêts, bon, au-delà du fait qu'il ne sert pas forcément alors qu'il devrait servir avant de se servir, il sert des intérêts qui sont étrangers à la France. L'exemple le plus révélateur ou caricatural, lorsque la Russie, pardon, les États-Unis nous ont interdit d'importer du gaz russe chez nous, immédiatement, nous avons tempéré. Au passage, l'entreprise Renault est rentrée de Moscou radar, hein, et les Américains nous ont vendu du gaz de schiste sans trop s'inquiéter sur les questions environnementales. Donc, on a arrêté officiellement d'acheter de l'énergie aux Russes pour acheter celle des Américains à un autre prix. Tout ça, c'est de l'arnaque, de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que quand je fais le plein de mes chaudières, de mes cuves pour alimenter ma chaudière, mon fournisseur me dit que ça vient de Russie via l'Inde. De qui se moque-t-on? Il n'empêche que notre président n'a plus la liberté, ou plutôt, il sait très bien ce qu'il fait, mais il ne sert plus les intérêts de la France. Voilà ce que je dis. Donc, M. Poutine nous a jamais voulu de mal. Alors, il y a un autre, il y a une question fondamentale. Nous avons eu contre l'Allemagne 3 guerres fratricides, dont la dernière contre l'Allemagne nazie. Et nous avons été capables de tourner la page. Bon, on s'est réconcilié avec l'Allemagne. Il n'y a pas d'amis en politique étrangère, hein. Il n'y a que des alliés conjoncturels, hein. Je rappelle.
et on n'est pas capable de se rendre compte que l'Union soviétique, qui est maintenant la Russie, n'a aucune velléité contre nous. Je rappelle quand même que on fustige le 9 mai, qui est pour les Russes la grande commémoration patriotique, hein. Les Soviétiques, à l'époque, qui sont les ancêtres des Russes d'aujourd'hui, ont perdu entre 26 et 27 millions de, de soldats, alors que les pertes conjuguées des États-Unis et de la France sont d'environ 1 million. Ce million, c'est donc la marge d'erreur estimée pour les Russes. Mais les Ukrainiens aujourd'hui, ils ont perdu combien d'hommes? Alors, récemment, les chiffres annoncés sont de environ 1,7 million, sans compter les estropiés, les gens qui sont partis, etc. Bon, donc déjà, il faut, il faut comprendre comment réagissent les Russes. Je rappelle quand même que M. Poutine a frappé à la porte de l'OTAN et que c'est le président américain qui lui a opposé une fin de non-recevoir. Je rappelle que la guerre en Ukraine a été voulue, hein. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire, mais il faut le rappeler, notre ancien président de la République, celui qui était avant l'actuel, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la part de la Russie, parce qu'il a dit, comme d'ailleurs la chancelière allemande, Mme Merkel, qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire appliquer les accords de Minsk. On a voulu cette guerre. Lorsqu'à l'issue de l'opération spéciale, le 22 février, je me souviens bien, messieurs Poutine et Zelensky parlaient, le Premier ministre de l'époque, M. Boris Johnson, s'est précipité à Kiev pour dire surtout arrêtez, on va vous aider. Cette guerre a été voulue par les anglo-saxons. Alors, qu'est-ce que nous, Français, nous avons à faire en Ukraine? L'Ukraine, à l'époque, ne faisait pas partie de l'Union européenne, elle ne faisait pas partie de l'OTAN, nous n'avions pas d'accord de défense avec l'Ukraine et nous n'avons pas d'intérêt majeur comme comme les pensions américains qui sont propriétaires de environ le tiers du Tchernosium, les, les terres extrêmement riches à blé, qui sont parmi les plus riches de la planète. Donc les Américains possèdent quand même le tiers de ces terres riches. Nous n'avons pas ces intérêts-là. Nous n'avions rien à faire en Ukraine. Et surtout, nous n'avons pas à nous mettre à dos la Russie. Alors, on n'écoute pas les Russes, on n'écoute pas le président, qui a une légitimité largement supérieure à celle que le nôtre possède aujourd'hui, car notre président a quelques pourcentages, moins de 20% de gens qui le soutiennent encore. Le président russe, lui, malgré tout ce dont on l'accuse, a une large majorité de la population qui le soutient, hein. Voilà. Donc, on n'a aucune raison de se mettre mal avec la Russie. Comment voulez-vous et pourquoi voulez-vous que M. Poutine veuille envahir la France? Pourquoi faire? Parce qu'avant ça, il devrait envahir toute l'Europe de l'Est, y compris le Liechtenstein, y compris peut-être le Vatican. Soyons sérieux, hein. Nous n'avons que des intérêts positifs à avoir de bonnes relations avec la Russie. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se fâcher avec les Américains, bien entendu. Mais aujourd'hui, la France est un quasi-protectorat américain. On doit se dégager de cela, retrouver notre souveraineté et avoir des relations normales avec la Russie. Alors, les gesticulations d'un président qui vibrionne, qui va en guerre, sont complètement ubuesques. Et il n'y a personne pour le croire. Qui a envie aujourd'hui d'aller se faire percer le flanc en Ukraine? Est-ce que nos ministres qui soutiennent le président ont envie eux-mêmes ou pour leurs enfants d'aller se battre en Ukraine? Et pourquoi? Il n'y a qu'une solution, c'est d'arrêter la guerre tout de suite, quel qu'en soit le prix. Parce que, comme le disent certains commentateurs avisés, plus on attend et plus la facture sera élevée. Voilà. Donc tout ça, c'est une grande hypocrisie. Donc ce n'est pas la guerre militaire qui importe. Parce qu'en fait, les Ukrainiens, malheureusement pour eux, sont de la chair à canon. J'en suis désolé, mais c'est de la chair à canon. La guerre a été voulue par les anglo-saxons. C'est un bras de fer entre les États-Unis et les Russes, mais surtout un bras de fer pour maintenir la prééminence du dollar. Là, c'est ça l'enjeu final.
Alors aujourd'hui, on voit bien que une quarantaine d'États sont dans le camp dit du bien et s'obstinent à vouloir alimenter la guerre en Ukraine, mais les trois quarts de la planète ne supportent plus cela. Alors on continue de financer l'Ukraine, dont on sait qu'une bonne partie de l'aide est détournée par des mafias en tout genre. Je rappelle quand même que l'Ukraine était un pays parmi les plus corrompus et, et où se passaient les pires trafics, comme le Kosovo d'ailleurs, hein, il faut rappeler ça. Une semaine avant le début de l'opération spéciale, il y avait eu un scandale à Kiev au sujet d'un trafic d'êtres humains et d'organes, hein, dont l'Ukraine est en pole position. Voilà, et on continue de soutenir ce régime corrompu, hein, mais au détriment du peuple ukrainien, au détriment du peuple ukrainien. Alors, en plus, on sait très bien que la veille du déclenchement de l'opération spéciale, il y a des graphes qui le montrent très bien. Il y avait une accélération des bombardements de l'armée ukrainienne sur les zones orientales de l'Ukraine, russophone, hein, peuplée de Russes, qui montrait une attaque imminente. Et à titre préventif que M. Poutine a engagé son armée, hein. Il y a quand même eu, depuis 2020, après les accords de Minsk, après l'affaire de Maïdan, alors Maïdan, c'est encore un coup d'État des Américains pour remplacer un président russophone par une gouvernance euh, euh, du côté des Américains, hein, et il y a eu des milliers de morts dans la partie orientale de l'Ukraine qui a été bombardée par l'armée ukrainienne. Il ne faut pas l'oublier, ça. Voilà. Alors après, on va nous parler de la Crimée. Mais à ce moment-là, on ne fait que rappeler ce qui s'est passé au Kosovo. La Crimée est une province qui est russe, où on parle russe. D'ailleurs, une anecdote intéressante, lorsqu'il y a eu l'affaire du Kosovo, l'affaire a été portée, on a d'ailleurs participé, nous Français, au bombardement de Belgrade, avec 3000 morts à la clé, hein, alors que les Serbes n'avaient rien demandé et qu'on a agi sans mandat de qui que ce soit, ni de l'ONU, ni qui que ce soit. Bon, donc on a bombardé Belgrade et on a installé un régime. Je suis personnellement adhérent à l'association Solidarité Kosovo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des enclaves serbes qui sont persécutées par les gens qui sont au pouvoir au Kosovo, hein. Je ne vois pas pourquoi tout le monde a le droit de vivre, là comme ailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que au moment de la Crimée, pardon, je ferme la parenthèse, au moment de la Crimée, l'Ukraine avait porté l'affaire devant la Cour de justice internationale. Parce que des habitants de Crimée ukrainophones se plaignaient d'être persécutés, on les obligeait à parler russe. Bon, mais le résultat de cette démarche n'a pas été connu. Je fais un arrêt sur image. Au sujet de l'Ukraine, l'Ukraine a porté devant la Cour de justice internationale le fait que la Russie avait envahi l'Ukraine. Et la Cour de justice internationale a sommé la Russie d'expliquer les raisons pour lesquelles, dans le mois qui suivait, M. Poutine a dit oui dans 3 ans. Ce qui fait que ça a porté l'affaire à 1 an et demi, j'ai coupé la part en deux. C'est la raison pour laquelle le procès, entre guillemets, contre la Russie a eu lieu à la fin de l'été et à l'automne 2023. Bon, il n'y a jamais eu de résultat. Je reviens sur l'affaire de la Crimée. Un jour, on a appris que la Russie avait été condamnée parce qu'elle avait persécuté des habitants ukrainophones. On les avait obligés à parler russe. Bon, c'est quand même moins grave que de prendre des bombes sur la figure. Bon, on a mis ça en avant et le lendemain, on a entendu que le référé concernant l'affaire de l'Ukraine était tombé et là, la Russie était blanchie. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que le défenseur de l'Ukraine, qui est un Français agrégé de droit, il a fait un hors-sujet puisqu'il a plaidé le génocide. La Russie a été blanchie. Il n'y a jamais eu de génocide en Ukraine.
Autrement dit, on a fait de l'enfumage avec l'affaire de la Crimée pour cacher le résultat du procès contre la Russie. La Russie, en plus, a été seule contre une trentaine d'États. Mais passons. Puis il y a eu un tas de choses bizarres. Ce que je veux dire, c'est que le camp du bien auquel nous sommes censés appartenir voit les choses avec les yeux d'occidentaux euh, qui, dont on lave le cerveau en permanence. Hein. On nous a menti sur l'affaire du Covid, on nous a menti sur l'affaire de l'Ukraine, on nous ment sur le climat, on nous ment tout le temps. Donc, pour l'Ukraine, nous n'avons rien à faire là-bas. Alors, pour continuer, parce que vous avez posé beaucoup de questions, nous n'avons pas les moyens de soutenir une guerre en Ukraine. C'est pas moi qui le dis, ce sont les grands chefs militaires qui savent très bien ce qui se passe. Notre armée est échantillonnaire, c'est pas moi qui le dis, là encore. Notre armée est à l'os. Hein. Il y a des régiments d'artillerie qui se sont retrouvés sans munitions, pendant que notre président disait on va aller faire la guerre en Ukraine. De qui se moque-t-on? En plus, il y a longtemps qu'on a perdu un petit peu ce savoir-faire. Quand j'étais stagiaire à l'école de guerre, la guerre en haute intensité est notre pain quotidien. Avec ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire depuis les années 84, hein, ça ne me rajeunit pas, la France a été engagée sur bien des territoires, mais pas des territoires où elle a mené une guerre de haute intensité. Aujourd'hui, on réapprend des savoir-faire qu'on a oubliés. Et puis, il ne faut pas se mentir, on a une guerre de retard, par exemple concernant les drones, hein, etc., etc. On n'a pas les moyens et personne n'a envie, enfin une grande majorité n'a pas envie d'aller d'aller combattre en Ukraine. Nous n'avons qu'un intérêt, c'est d'arrêter cette guerre et de rétablir des relations normales, aussi bien avec l'Ouest qu'avec l'Est. Voilà, alors je ne sais pas, il y a d'autres questions que vous avez posées, mais Oui. euh, Alors, je vais parler d'un autre sujet, c'est l'appel lancé le 10 septembre prochain en France. Qu'est-ce que, voilà, il y a plusieurs sons de cloche. Ce serait une manifestation un petit peu voulue par le gouvernement pour que Macron fasse passer l'article 16. J'ai vu aussi qu'il y a une pétition qui a dépassé 100 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale pour sa destitution. Comment est-ce que vous voyez un petit peu cet appel du 10 septembre sachant que dans le passé, vous avez parlé des Gilets jaunes, d'ailleurs, j'aimerais qu'on en reparle aussi. Vous aviez parlé du président qui aurait voilà, mis l'armée entre les manifestants et le Palais Bourbon, je crois. oui, Donc, oui, c'est ça. voilà, vous avez... J'aimerais... Attendez, pas trop, pas trop, pas trop, vous allez m'assommer là. D'accord, c'est juste ça. Il y a déjà plusieurs questions là. Bon, on va traiter de ça tout de suite. Bon, l'affaire des Gilets jaunes, vous m'avez fait dire des choses que je n'avais pas dites. En fait, le président a décidé, avec des conséquences qu'il ne peut pas ignorer, parce qu'il a quand même des conseils militaires, d'interposer l'armée entre des manifestants gilets jaunes et des choses qui étaient à protéger, à savoir l'Assemblée nationale ou l'Élysée. Bon, ça veut dire qu'il acceptait l'hypothèse d'une bavure. Pourquoi? Parce que parmi les gilets jaunes, qui ne sont pas des frappadingues, hein, il y a des infiltrations, des manipulations, etc. Donc, ça pouvait dégénérer. Mais le soldat, lui, il n'est pas formé pour recevoir des crachats, des pavés, etc., etc. Un soldat, c'est quelqu'un qui a une arme. Alors, quand il est armé, eh bien, quand il est acculé, il se défend avec son arme. Donc, le président prenait le risque d'une bavure. Sauf que je sais de sources sûres, je ne suis pas allé vérifier, hein, que les militaires avaient fait savoir qu'ils ne tireraient pas sur la foule. Donc là, il y a un problème, c'est sûr. Alors, je ne connais pas le détail des consignes qui ont été données, mais c'était complètement ubuesque. On ne peut pas faire tirer sur des gens qui manifestent pour des raisons qu'on devrait plutôt entendre plutôt que de les condamner. Ça, c'est concernant les gilets jaunes. Ensuite, vous m'avez posé une question sur... quelle était la première question? Sur le 10 septembre, l'appel lancé le 10 Ah, le septembre. 10 septembre. Bon, alors là, je veux dire, moi, ça me laisse complètement froid. D'accord. Pourquoi? Je suis engagé en politique, entre guillemets, c'est-à-dire que j'essaie de m'intéresser à ce qui se passe
dans l'intérêt de notre pays, pour lequel j'ai accepté de donner ma vie. Je suis toujours là. Et j'ai participé à beaucoup de manifestations, etc., de tous ordres. Ça ne sert à rien. Euh, alors, en plus, il y a beaucoup de récupération politique ou politicienne, il y a beaucoup de provocations, de manipulations. Alors, c'est-à-dire que les Black Blocs, par exemple, on sait très bien qu'ils sont manipulés par le gouvernement. On sait très bien. Donc, je me méfie de ce genre de manifestations. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, il faut qu'on fasse connaître notre mécontentement. Vous savez, je suis sur plusieurs fronts et je reste toujours dans la légalité. Car, contrairement à ce que beaucoup croient, dans la légalité, on peut faire énormément de choses. Je suis en particulier sur un projet, dont je ne pourrais pas donner les détails ici, qui se propose, dans la légalité, j'insiste, de, de changer de régime. Parce que, d'autres l'ont dit, hein, depuis le traité de Lisbonne, qui a été une trahison Mm. vis-à-vis du peuple français, puisque lors du référendum de M. Jacques Chirac en 2005, je crois, le peuple avait dit non à un transfert de souveraineté de la France à l'Union européenne. 2 ans et demi après, M. Sarkozy a convoqué le Congrès à Versailles et avec la même question écrite différemment selon M. Giscard d'Estaing qui savait de quoi il parlait, les représentants ont dit oui à la même question. Or, les représentants ne sont que les représentants du peuple qui, selon la Constitution, détient la souveraineté nationale. C'est-à-dire que, dans un premier temps, le peuple a dit non. Dans un deuxième temps, les représentants du peuple ont dit oui. De ce fait, il y a une trahison et les juristes, pardon, dont je ne fais pas partie, disent que de ce fait, le régime est putatif. Il n'a que l'apparence de la légalité. C'est au nom de ce premier principe que nous projetons de changer les choses. Parce que aujourd'hui, évidemment, il y a un président, mais je, je vise aussi tous les gens qui l'ont mis en place et qui continuent de le cautionner et qui sont complices de l'état de la France aujourd'hui. Donc, au mois de septembre, il est passé un tas de choses, mais en fait, Qui sont ceux qui l'ont mis en place selon vous? comment? Qui sont ces personnes qui l'ont mis en place selon vous? Des gens qui ont de l'argent et des gens qui tirent les ficelles depuis l'étranger. Bon, je ne vais pas trop m'aventurer sur ce sujet, mais c'est bien connu, il y a des oligarques. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un certain nombre de rats qui commencent à quitter le navire. Et puis, il y a tous ces gouvernements, ces ministres. Dès lors qu'on accepte de travailler sous l'égide du président actuel, on se fait complice de ce qu'il fait. On voit bien les élections de 2024. Il y a eu la dissolution, les élections européennes. Enfin, ça a débouché sur rien. C'est la même personne qui est sur le perchoir de l'Assemblée nationale, hein, et puis on continue comme si de rien n'était. Alors, la destitution du président. Je connais bien chez Melrick, là, qui sillonne la France avec son avion et qui tire sa banderole destitution. Je l'ai rencontré, bon, c'est très bien ce qu'il fait. Mais la destitution, ça se traduirait par quoi? Il y a une image qui est très illustrative de ce que je dis. Sur un échiquier, si vous enlevez un pion, tous les autres demeurent. Donc, si on destitue le président, c'est très improbable, mais admettons, toutes les autres pièces de l'échiquier, tous les autres membres vont rester en place. Et tout le monde va continuer de profiter du gâteau à moindre prix. On va continuer comme avant. On va trouver un clone du président actuel. Il n'en manque pas, hein. Il y a des gens qui sont à l'affût, hein. Je ne veux pas citer de nom, on les connaît. Ça ne changerait pas grand-chose. Donc, ce n'est pas le président qu'il faut destituer. Ce n'est pas le président, parce que même s'il démissionnait, et pas pareil la suite, il y a déjà des noms qui susurrent, on a bien compris. Ce sont des gens du clan. Il faut dégager toute cette bande d'escrocs. Parce que je rappelle quand même que la crise Covid s'est traduite par des milliers de morts. Et aujourd'hui, en France, c'est l'omerta, mais
tout le reste de la planète en parle. Il y a des effets secondaires qui sont incontestables. Ce sont nos dirigeants actuels, ou passés, hein, qui ont été blanchis aussi. Ah bah Tout même à ça, la rentrée, là, il faut faire une nouvelle campagne de vaccination Covid-grippe, là. Je sais pas si vous avez vu. ben voyons, ben moi ça fait des années qu'on me propose de me faire vacciner pour la grippe. Bon, je réponds même pas. Je ne suis pas vacciné, enfin, je suis vacciné quand j'étais jeune, mais je ne suis pas vacciné contre le Covid. D'ailleurs, ce n'est pas un vaccin, c'est un produit qui n'a toujours pas reçu d'autorisation de mise sur le marché. Je n'ai pas de télévision, ce qui m'a évité de l'attraper d'ailleurs. Voilà. C'est une arnaque, c'est pour moi la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité, puisqu'on a injecté à des gens sans consentement éclairé un produit qui n'est toujours pas autorisé à être vendu sur le marché. Voilà. Donc tous ces gens, en fait, sont des criminels. Je pèse mes mots. Un jour, ils auront à rendre des comptes. Alors, d'une part, ils détruisent la France aujourd'hui, et ensuite, ils sont des criminels. Alors, évidemment, moi, je n'aspire qu'à ce qu'on vive en bonne intelligence. Je travaille sur des projets et dans plusieurs projets où partout, nous sommes dans la légalité et partout, on vise l'unité, on vise à rassembler. Seulement, quand quelqu'un trahit, moi, je ne juge pas l'homme, je me prononce sur l'acte. Une trahison, c'est une trahison. Je ne vais pas dire que c'est un gentil garçon quand on trahit. Bon, voilà. Donc, je m'adresse à tout le monde. D'ailleurs, je vais vous raconter une bonne, tiens, ça va détendre tout le monde. Quelque temps, j'ai été invité par M. Dieudonné, Mm. dont que je n'avais jamais rencontré. Comme je n'ai pas de télévision, je ne le connaissais pas. Il m'a invité. Je suis allé chez lui. Alors, ça s'est très bien passé. Il m'a interviewé pendant 1h40. Et le lendemain, quand je suis rentré chez moi, j'ai été invité au bal des quenelles, dont j'ignorais l'existence. J'ai passé un après-midi, une soirée extraordinaire. Monsieur Dieudonné est un homme tout en bienveillance. Alors, c'est un humoriste. On a bien ri. Le problème, c'est que, comme il a dit lui-même, est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui? Eh bien, non. On peut rire de certains, mais pas d'autres. À la limite, on peut rire des Belges, qui nous le rendent bien, des Auvergnats, j'en sais rien. Je ne citerai pas d'autres communautés. On peut parler de tout. Alors, Dieudonné est un peu provocateur, évidemment, et au vu des autorités, il est allé un peu loin. Il est interdit de spectacles, même en privé, hein. Même en privé, avec son autobus, il y a des gendarmes qui débarquent. Bon, il est Je crois qu'il vous complètement. a fait un cadeau, d'ailleurs. Pardon? Je crois qu'il vous a fait un cadeau. Oui, alors, donc je suis allé quand même à cette soirée. D'ailleurs, il y en a qui me le reprochent. Mais les plus grands criminels qui sont en prison peuvent recevoir des visiteurs de prison. Lui qui n'est pas en prison, il a quand même un bracelet électronique. Je lui ai demandé si c'était sa ceinture de pantalon. Il m'a dit non, parce que bon, de toute façon, écoutez, c'est un humoriste, on peut blaguer avec lui. Alors, le soir, il y a eu une remise des prix. Il y a eu les journalistes réfractaires, il y a eu les médecins et les militaires. Alors, les militaires, Paul Pellizzari et moi-même qui avons été raillés des cadres, nous avons été cités. Mais celui qui était nominé, c'est le général de la Warde, qui est un ami et un complice, qui est mort, dans des conditions que j'ignore. En tout cas, il est mort. C'était un vrai professionnel de l'information. Hein. Sa carrière le prouve. Et j'ai eu honte, je l'ai dit chez les données, je le redis ici, de la manière dont les obsèques ont eu lieu. Il n'y a pas eu de trace d'une autorité militaire pour louer quelqu'un qui a accepté de donner sa vie pour la France aussi. Et alors, c'est lui qui a été nominé, et je vais remettre à son épouse, dès qu'elle a l'occasion, la quenelle qui est, que le général de Lavarde, feu mon ami Dominique de Lavarde, a gagné. Voilà, je suis très fier de pouvoir remettre ce prix à Madame de Lavarde. Voilà, donc je parle à tout le monde. Je parle à Dieudonné, puis il y a bien d'autres. Hein, tous, d'ailleurs, je peux le dire, j'ai donné peut-être 25 interviews depuis 1 an et demi. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Vous m'avez invité, je viens, mais je réponds à toutes les invitations et je réponds à toutes les questions. Voilà, donc j'ai répondu à des données, c'est tout. C'est pas pour autant que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais on doit pouvoir parler de tout, y compris de ce qui fâche,
sans se fâcher. C'est le premier critère pour le bien vivre ensemble que certains prônent, mais sans vraiment avoir envie de vivre en bonne intelligence avec le voisin. Voilà, alors on va un peu loin, mais vous m'avez posé tellement de questions que ça dérape pas, mais c'est très Non, non, divers. mais c'est très intéressant. Alors pour continuer, j'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez l'avenir de la France, de l'Europe, et vous avez dit que vous préparez quelque chose pour sortir de notre régime qui est officiellement, on va dire, une démocratie. Hmm. Bon, après on est d'accord ou pas, hein, mais voilà, vous travaillez sur un projet. Est-ce que vous pourriez nous parler par exemple de votre association Pro Patria? Alors, je suis sur plusieurs fronts. Effectivement, il y a un projet qui va bon train et je ne peux pas le dévoiler complètement parce que pour l'instant c'est discret. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que plus haut niveau, les autorités sont au courant. Et il faut qu'elles soient au courant. Pourquoi? Parce que ce projet a pour but, un, d'éviter le chaos. On y va tout droit. Pour l'instant, comme dirait l'autre, l'ordre macronien vaut mieux que le chaos. On y va tout droit. Il y a des gens qui se suicident quand même, hein. Bon, donc on veut éviter le chaos et on veut assainir la France. Bah, il y a des gens qui se suicident ou il y a des gens qu'on retrouve suicidés dans des conditions étranges. Alors ça, c'est encore autre chose. D'ailleurs, bizarrement, M. Marlex, Voilà. M. Éric Dénessé, qui étaient les deux hommes qui apparemment, enfin parmi ceux qui connaissaient le mieux le dossier Alstom, sont suicidés dans des conditions tout à fait bizarres. Bon, chacun en pense ce qu'il veut. Pourquoi je veux parler de ça? Oui, alors, nous avons un projet. Il faut que les hautes autorités soient au courant. Parce qu'il y a un moment, quand on sera vraiment au bord du chaos, ce sera un joker. Je dis bien ce sera un joker. C'est la raison pour laquelle j'ai fait savoir, j'ai écrit un certain nombre très hautes autorités qu'il existait un projet. Je ne l'ai pas dévoilé, mais ils savent très bien parce que on ne fait pas des dizaines de conférences sans être écouté. D'abord, ce serait vexant sinon. Et puis ensuite, je ne doute pas que les services de renseignement fassent bien le travail. Donc, on avance à grands pas. Et le moment venu, cela peut être salvateur pour la France. Maintenant, le propatria, c'est autre chose. D'une certaine manière, on se retrouvera, puisque le but de propatria, pardon, c'est de rassembler, d'unir tous les Français et de le soutenir notre armée qui a pour mission de défendre la France, c'est-à-dire la population. La France est un territoire, un- une population, des intérêts matériels et immatériels, et l'armée a vocation à défendre tout cela. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle a les moyens? Alors, nous voulons évidemment pratiquer le devoir de mémoire, car nous devons à nos anciens quand même. On doit se souvenir que certains sont morts ou sont sortis estropiés après de terribles épreuves pour la France, pour nous transmettre à la France de nous bénéficions aujourd'hui. Alors, la France, elle ne va pas comme elle aimerait, c'est possible, mais beaucoup nous regardent, beaucoup nous envient et beaucoup viennent chez nous. Ça veut dire quand même qu'il y a des avantages à être français. C'est pour ça il ne faut pas qu'on perde notre spécificité, notre, notre exception française. Là, ça pourrait être encore interprété de différentes façons. Voilà. Donc, on parle à tous les Français et on leur dit soutenez notre armée parce que bientôt il y aura des élections. Il s'agit que chacun aille voir son candidat député et lui demande ce qu'il compte faire pour la défense. L'armée, aujourd'hui, n'a plus les moyens de remplir sa mission. La guerre, n'en parlons pas, mais même à d'autres échelons. Quand on voit le désert militaire français, je rappelle que l'armée de terre contiendrait dans le Stade de France, hein. Bon, alors, on agit comme on peut. On parle d'intervention extérieure, tout ça, faut être très prudent avec tout ça. Donc, l'association Papatria se propose de parler à tous les Français. Comment?
par leurs représentants, bien entendu. C'est-à-dire qu'on va s'adresser aux autorités militaires, civiles, confessionnelles, politiques, syndicales. On va frapper à la porte de tous les ministères, à l'échelon national, régional et local. C'est pour ça qu'elle est en train d'installer un maillage national, territorial, hein, euh, pour rassembler, j'insiste bien, et dans la l'équité. Alors, on sait que ça pourrait intéresser, hein. Le site, nous avons un site qui a été entièrement refait, propatria-officiel.fr. Là, il y a un certain nombre d'informations, on peut poser des questions, on peut adhérer, hein, et, soit comme simple sympathisant, soit pour ceux qui ont un petit peu de temps, pour s'engager dans l'organisation et le fonctionnement de cette institution. Voilà, je suis le président de cette jeune association qui est née le 1er octobre 2024, mais la jeunesse et l'adolescence ont fait qu'il y a un certain nombre de turbulences qui font que on est en train toujours de se construire. Ben, c'est quelque chose de très important, hein. On veut vraiment. Le but visé, c'est la symbiose entre l'armée et la population. Quand cette symbiose sera réalisée, la France sera beaucoup plus forte et beaucoup plus crédible à l'extérieur, parce que nous avons une armée qui n'est pas une armée de mercenaires, mais une armée de soldats qui se battent pour la France, donc pas au plus offrant. Et à l'intérieur aussi, peut-être que certains ne pourront pas se permettre de faire n'importe quoi. Quand on sait qu'entre l'armée et la population, il y a cette proximité que nous appelons de nos voeux, ça change quand même les choses. Donc, pro-patria, eh bien, j'en suis toujours le président, et puis je recrute et j'appelle toutes les bonnes volontés à nous rejoindre. Voilà. Alors, il y a d'autres fronts sur lesquels je me bats. Je suis également avec l'association Mères pour le bien commun. Mères pour le bien commun, c'est une petite association, petite en termes d'effectifs, hein, euh, qui travaille à aider les maires, en particulier des petites communes. Parce que dans une petite commune, le maire, il a les mêmes attributions que celles du maire d'une grande commune, sauf il est maire, il a des activités professionnelles, familiales, il a peu de moyens, et donc c'est pour aider ces maires des petites communes surtout que vise cette association. Voilà. Et puis il y a encore d'autres engagements que j'ai, localement en particulier, parce que je n'oublie pas, je dis souvent que la différence entre un énarque et un Saint-Cyrien, c'est que l'énarque est tout de suite balancé dans une autre administration. Le Saint-Cyrien, il commence à mettre les mains dans le cambouis ou marcher avec les sacs à dos avec ses hommes. Il connaît le terrain. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Je viens de milieu extrêmement modeste. J'ai été soldat, j'étais dans l'infanterie. Donc, je pratique, ou plutôt oui, je suis régulièrement avec les agoras, les groupes de citoyens qui s'insurgent contre ce qu'on nous fait subir. Je rappelle quand même que la résistance est un droit inscrit dans notre bloc de constitutionnalité. Donc, je suis avec l'agora de la Richardée, l'agora de Poulet-Assurance, tous les samedis quand je suis présent, parce que je suis malheureusement beaucoup en déplacement. Donc, j'écoute les gens de la base. C'est quand même le peuple qui détient la souveraineté nationale, il faut le rappeler, y compris à ceux qui bafouent la Constitution tous les jours. Voilà, donc je suis sur beaucoup de fronts, sur au Patria, mais en plein bien commun, des agoras, je rencontre beaucoup de gens, et aussi sur un projet plus global dont les autorités ont connaissance. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la France? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. En tout cas, beaucoup de prophéties disent que le salut viendra de la France. Mm. Parce que quand nous aurons atteint notre objectif, qui n'est pas de prendre le pouvoir pour le garder, c'est pas ça, pas du tout, c'est d'installer la France. Un certain nombre de pays, en Union européenne, en Europe plutôt, ou même ailleurs, qui nous regardent attentivement et qui nous attendent, retrouveront avec nous des relations normales. En Afrique, c'est fait virer de partout. Alors, on incrimine les Russes, les Chinois, les Américains. Mais quand on voit comment se comportent nos dirigeants,
on ne peut qu'en comprendre le, le- le comportement des Africains. Quand on voit un président qui va humilier un président africain et qui ensuite va boire des bibines dans les bas-fonds de Kinshasa, c'est la réalité, c'est pas moi qui l'invente. Comment voulez-vous que les Africains ne soient pas choqués? Donc, ils sont parfaitement conscients de ce que sont nos dirigeants et le peuple français, moi le premier, nous ne voit absolument rien contre les peuples africains ou d'autres contrées. Nous devons être en bonne relation avec tout le monde. Voilà. Donc, Vous avez toujours un espoir je suis optimiste à long terme. Dans les médias, je ne sais pas ce qui va se passer. Il va y avoir des turbulences avec, je l'ai dit, un joker. Mais à moyen et court terme, je n'en sais rien. Ce qui est à redouter, c'est que les mêmes essaient de reprendre le pouvoir. Mais quand on aura jugé les malfrats qui ont rendu compte en public et à la population ce qu'ils ont fait, peut-être que la population commencera à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans le déni. On me dit, oh, mais notre président, il fait ce qu'il peut. Ils ne se rendent pas compte qu'il agit contre nos intérêts. Hein. On n'a aucun intérêt à se mettre en guerre. On n'a pas les moyens de la faire. Personne ne veut la faire. Quand je dis personne, sauf peut-être quelques personnes qui ont envie d'en découdre, charge à eux. Les mercenaires, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, donc je suis optimiste à terme. Et je me battrai tant que je serai encore de ce monde pour cette France que j'aime charnellement. Voilà, alors, il y a plein de questions que vous avez posées, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Mais en tout cas, Oui, vous avez répondu. Je vous demandais aussi si vous gardiez un espoir pour la France, vous venez de répondre. Pour conclure, je voulais terminer sur une note un petit peu plus gaie. Enfin, gaie, très drôle, on va dire. Enfin, drôle. j'ai compris. Bon, vous voyez là où je veux en venir. Je veux parler de la vidéo, la dernière vidéo très récente d'Emmanuel Macron qui fait la promotion d'un tournoi de cartes Yu-Gi-Oh! Alors, Non, écoutez, très franchement, je n'ai pas vu cette vidéo. En revanche, il y a vu quelque chose qui est pas gai du tout, c'est la photo ou les photos de, du président américain qui reçoit le, un certain nombre de dirigeants de l'Union européenne. Mais c'est à pleurer. Ça me fait pas rire du tout, c'est pas gai. Alors, je suis désolé de, de répondre par quelque chose qui n'est pas positif. Ça me fait mal. Parce que nous sommes complètement discrédités. Nous sommes ignorés. Ils n'ont pas volé. Ils l'ont bien cherché. Quand on voit la présidente de la Commission européenne, tout ça, c'est une honte. Voilà, alors je ne sais pas à quoi vous faites allusion, je suis désolé. J'ai manqué une partie du film, mais je vais essayer de me renseigner. Voilà, donc je peux pas répondre à votre question. pour conclure, est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos abonnés? Ben oui, qui s'abonne chez moi. Non, très sérieusement, il y a quand même pas mal de. Je rencontre beaucoup de résistants. Des résistants, pas au sens de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale avec des armes. Il y en a, j'en connais. Mais des résistants à ce qu'on nous impose, à ce qu'on nous fait subir. Et, bon, et je crois vraiment, je rencontre aussi beaucoup de gens qui sont positifs. Et si chacun continue à labourer dans son sillon, je pense qu'il y a un moment où tous ces gens-là vont se retrouver. Alors, il ne faut pas qu'on se réunisse trop tôt, parce que si une tête dépasse, elle sera coupée. Hein, je ne vais pas donner d'exemple, il y a des exemples récents. Donc, chacun trace son sillon, et le moment venu, il faut qu'on se connaisse pour se réunir et faire en sorte que l'ensemble de la population comprenne qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, à terme, je suis optimiste, je crois à la France éternelle, et cette France qui doit redevenir le phare de l'humanité que jamais elle n'aurait dû cesser d'être. Parce que beaucoup nous observent, nous envient et nous attendent. Voilà. Donc je suis optimiste. Alors, je m'inscris comme un colibri semeur. Je ne sais pas qui moissonnera, mais la seule ligne rouge que je m'impose, c'est de pouvoir me regarder tous les matins dans la glace. Voilà, chère madame. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Et merci à vous, chers abonnés d'Omerta. On se retrouve très vite pour une prochaine interview.